On va maintenant regarder un autre algorithme pour résoudre des programmes mathématiques linéaires. Il se nomme l'algorithme dual du simplex. En plusieurs occasions, il peut être plus efficient que le simplex tout court habituel avec ses différentes étapes. Lorsqu'on applique le simplex, chaque tableau avec lequel on travaille est considéré comme réalisable, mais non optimal, tant que le critère d'optimalité n'est pas vérifié. C'est-à-dire les CJ-ZJ des variables hors base sont plus petits ou égal à 0 en maximisation ou plus grand ou égal à 0 en minimisation. Alors, d'un tableau à l'autre, on converge vers l'optimalité depuis notre tableau de départ. Mais ce tableau de départ, il doit être réalisable. Cette réalisabilité, elle débute avec la forme standard du programme mathématique. Pour chaque contrainte plus petit ou égal, on ajoute une variable d'écart de coefficient économique 0. Pour chaque contrainte de sens plus grand ou égal, on soustrait une variable d'écart et on ajoute une variable artificielle. La variable d'écart a 0 coefficient économique, puis la variable artificielle est très négative en maximisation, très positive en minimisation. Puis pour les contraintes de type égalité, on ajoute des variables artificielles. Ce qu'on pourrait faire, c'est de regarder autrement comment on peut procéder. Donc, au lieu de commencer avec une solution réalisable et converger vers l'optimalité, l'idée serait de débuter avec une solution dite optimale, mais possiblement non réalisable. Puis ce qu'on cherche à faire, ce serait de maintenir l'optimalité à chaque itération, de façon à rendre réalisable la solution. Et dès que cette solution devient réalisable, bien, elle est nécessairement optimale car on a conservé l'optimalité d'itération en itération. Mais comment faire? Pour avoir une solution optimale, mais non réalisable dès le départ. D'abord, on va formuler le programme mathématique standard, mais il ne faudrait pas utiliser des variables artificielles. Parce que dans la forme standard, quand on ajoute une variable artificielle, dans le fond, la réalisabilité de départ, elle est artificielle. Alors, il faudrait parvenir à formuler notre programme mathématique sous la forme standard sans variable artificielle. Une façon de faire, ça serait de transformer toutes les contraintes de sens plus grand ou égal en sens plus petit ou égal en multipliant simplement les membres de la contrainte par moins 1. Ça irait bien comme ça. Sauf que on a aussi peut-être qu'on a une ou plusieurs contraintes de type équation. Alors, il faudrait transformer aussi chaque contrainte de type équation. Mais comment? Chaque contrainte de type équation serait transformée en deux contraintes. Une contrainte plus petit ou égale, une contrainte plus grand ou égale. Et la contrainte plus grand ou égale, on multiplierait chaque membre de cette contrainte-là par moins 1, ce qui permet de changer le sens. Là, vous dites, ouais, mais ça va en faire beaucoup de contraintes. Oui, mais il y a un avantage en bout de ligne. En faisant ça, on a donc seulement l'ajout de variables d'écart dans les contraintes. Et toutes nos contraintes sont de sens plus petit ou égal. Mais en multipliant, en changeant une contrainte plus grand ou égale en plus petit ou égal,
ou une contrainte égale en deux contraintes, plus petit ou égal, OK, et plus grand ou égal en multipliant les membres de la contrainte par -1 et en changeant le sens, ben, on a possiblement des valeurs négatives du côté droit de certaines contraintes. Donc, le programme mathématique sous la forme standard n'est pas réalisable, mais il est potentiellement optimal quand on a ça comme ça. On y revient. Alors, les étapes de l'algorithme dual du simplex sont simples. La première étape, c'est formuler sur la forme standard. Ça va bien. On le fait quand on fait le simplex. Établir le tableau de départ. Il faut le rendre optimal, mais non réalisable. Et de la étape précédente, on voit que peut-être qu'il y a un petit problème avec à formuler le tableau de départ. Mais on va faire quelque chose. Ensuite, les étapes 3, 4, 5, 6, c'est légèrement différent que le simplex habituel. On commence par sortir une variable de la base. Et si le tableau devient réalisable à ce moment-là, donc que toutes les quantités soient plus grandes ou égales à 0, on termine et on a la solution optimale réalisable. Autrement, on sort une variable. Il faut entrer une variable dans la base. Une façon de faire. On pivote le tableau. Et ça, on le fait comme le simplex usuel. Puis on retourne à l'étape 3. Alors, le tableau de départ, il doit être optimal, mais non réalisable. Si notre problème en est un de minimisation et que tous les coefficients économiques sont plus grands que 0 et que toutes les contraintes sont de sens inférieur ou égal, alors le tableau initial devient le tableau de départ, car on est optimal, mais non réalisable, parce qu'il y a probablement quelques côtés droits de nos contraintes qui sont négatifs. N'oubliez pas, on ramène toutes les contraintes en sens plus petit ou égal. Alors, en ayant une contrainte plus grande ou égale, en multipliant chaque membre de cette contrainte par -1 et en changeant le signe, on se retrouve avec un côté droit négatif. Et ça, ça va super bien, là, si tous les coefficients économiques sont plus grands que 0. Mais si on a au moins un coefficient économique négatif, parce que ça peut arriver dans un problème de minimisation, alors le tableau initial n'est pas optimal. Il faut faire quelque chose. C'est dans 2 diapos. Bon, si on est en maximisation, on a généralement des coefficients économiques plus grands que 0. Et puisqu'on a des contraintes plus petites ou égales, alors on a quelques CJ moins ZJ qui sont plus grands que 0. Donc, on n'est pas optimal selon le critère d'optimalité en maximisation. Et on n'est sans doute pas réalisable parce que quelques côtés droits des contraintes sont possiblement négatifs dû à notre transformation, là. C'est-à-dire une contrainte plus grande ou égale, multipliée par -1, change le sens, une contrainte égale, avoir deux contraintes, plus petit ou égal, plus grand ou égal, et la contrainte plus grand ou égal, multipliée par -1, changer le sens. Et là, il faut appliquer un petit changement. C'est l'étape suivante. Alors, notre tableau de départ, pas qu'il soit optimal, mais non réalisable, puis on a un des cas là, en minimisation ou en maximisation, les deux étapes précédentes. Donc, si on n'est pas optimal dès la forme standard, on va ajouter une contrainte artificielle et la rendre en forme standard. Pas une variable artificielle, une contrainte de plus, une contrainte artificielle. Et cette contrainte, c'est tout simplement la somme des variables principales plus petit ou égal à un nombre très élevé à ce moment-là. Les variables, cependant, sont celles dont les coefficients économiques sont plus grands que 0 si on est en maximisation ou plus petits que 0 si on est en minimisation.
Donc, ce ne sont pas nécessairement toutes les variables qui sont dans la contrainte artificielle. Il faut vraiment respecter ça. On la rend en forme standard. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute une variable d'écart, ce qui fait que ça devient une équation. Et la variable d'écart a évidemment un coefficient économique nul. Le premier pivotage va maintenant se faire en sortant la variable d'écart de notre contrainte artificielle, celle qu'on vient d'ajouter, et en faisant entrer la variable principale xj quelconque qui a le coefficient économique le plus élevé si on est en maximisation ou le plus négatif si on est en minimisation. Le tableau qu'on va ainsi obtenir après ce premier pivotage va être optimal mais non réalisable. Et on peut l'appeler à ce moment-là le tableau de départ. Mais n'oubliez pas, on a fait déjà un pivot. Maintenant, on sort une variable. Comment? Ben, c'est tout simplement la variable de base qui a la quantité, dans le tableau, la plus négative. Et ce, qu'on soit en maximisation ou en minimisation. Si on a deux variables de base qui ont la même quantité négative et que c'est la quantité négative, en fait la quantité la plus négative, ben on prend l'une ou l'autre. Si toutes les variables de base sont plus grands ou égales à 0 en quantité, on a donc atteint la faisabilité, puis la solution optimale est alors connue. Elle peut être unique ou multiple, elle peut aussi être dégénérée. Ça, c'est l'étape 3. Mais bon, si on a encore, si on a vraiment une variable qu'on sort, on va à l'étape 4, on entre une variable. Pour ça, on va regarder s'il existe au moins un élément négatif dans la ligne de la variable sortante pour les variables hors base. S'il n'y a aucun élément négatif pour les variables hors base dans la ligne de la variable sortante, alors le programme n'est tout simplement pas réalisable et on arrête. S'il y a au moins un élément négatif, on peut sélectionner la variable entrante. Ça va être celle dont le ratio qui suit est le plus faible. En maximisation, on prend le CJ-ZJ de la variable hors base en question et on divise par cet élément négatif en ligne de la variable sortante pour cette variable hors base. En maximisation, son CJ-ZJ va être négatif. Donc, négatif sur négatif, ça va devenir positif. En minimisation, ben là, on prend la valeur CJ-ZJ de la variable hors base en question, puis on divise par la valeur absolue de l'élément négatif sous cette variable hors base en ligne de la variable sortante. Son CJ-ZJ va être plus grand que 0. Alors, on ne fera pas plus grand que 0 divisé par quelque chose de négatif. Donc, on va prendre plus grand que 0 divisé par la valeur absolue de quelque chose qui est négatif. Puis ensuite, bien, on effectue le pivotage du tableau comme dans l'algorithme du simplex. Deux choses à faire. Trois choses à faire. On identifie d'abord la valeur pivot au croisement de la variable entrante et de la variable sortante. On divise chaque élément de la rangée de la variable sortante par la valeur pivot. Puis ensuite, on effectue la réduction de chacune des autres rangées de la façon dont on l'a vu. Alors, par exemple, on a le modèle de maximisation suivant. On voit dans notre modèle qu'on a deux contraintes fonctionnelles de sens plus grand ou égal. Alors, chacune de ces contraintes, va être multipliée par moins 1 de manière à changer le sens et le sens de chacune de ces contraintes et le sens de chacun des coefficients technologiques de ces contraintes. Donc, vous voyez
La première contrainte, on la multiplie par moins 1, donc le 15 devient moins 15, le plus 20 devient moins 20. Le sens devient égal, et évidemment, le sens devient égal. D'abord, ça fait plus petit ou égal. Et là, pour une contrainte plus petit ou égal, bien, on ajoute une variable d'écart et ça permet d'avoir l'équation pour la contrainte. Et évidemment, on a multiplié par moins 1, le 90 devient moins 90. Alors, même chose pour la deuxième contrainte. C'est plus grand ou égal? On multiplie par moins 1, donc 3 devient moins 3. 1 ici devient moins 1. Le sens va devenir plus petit ou égal. On va donc ajouter une variable d'écart, x4, et ça devient une équation. Et le 18 est multiplié par moins 1, et ça devient moins 18. La troisième contrainte, elle est déjà de sens plus petit ou égal, donc on a juste à ajouter une variable d'écart pour rendre ça en égalité, sous la forme standard. Puis on a nos contraintes de non-négativité. Comme vous voyez, il n'y a pas de variable artificielle, là. Bon, on n'a pas fini. Au moins un CJ, donc au moins un coefficient économique est supérieur à 0. En fait, les deux là, sont supérieurs à 0, mais il y en a au moins un. Puis on est en maximisation. Il faut donc ajouter une contrainte artificielle. Donc, il va y avoir une contrainte de plus, là. Et cette contrainte, bien, elle est composée des variables principales dont le coefficient économique est plus grand que 0. Donc, il y a x1 et il y a x2 qu'on somme. Tout ça va être plus petit ou égal à un grand nombre, m, parce que ici, donc on soit en maximisation ou en minimisation. Et comme c'est un sens plus petit ou égal, on va rendre ça en équation en ajoutant une variable d'écart, ici c'est x6. Et ça devient égal. C'est ce qu'on voit ici. Supposons que le coefficient économique de x1 est 5 et le coefficient économique de x2 est moins 4. Bien, la contrainte artificielle serait simplement x1 plus petit ou égal à m, puis là on ajoute notre variable d'écart x6 pour rendre ça en égalité. Donc, dans la contrainte artificielle, ce sont seulement les variables principales qui ont un coefficient économique plus grand que 0. En maximisation. En minimisation, c'est le contraire. Dans la contrainte artificielle, en minimisation, on prend les variables principales dont le coefficient économique est négatif. Et maintenant, bien, sous forme standard, on peut monter notre tableau. Vous voyez qu'il y a des quantités négatives ici, là. Alors, notre tableau initial, incluant notre variable d'écart de la contrainte artificielle, ressemble à ceci. On commence par sortir la variable d'écart de la contrainte artificielle. Donc, on n'applique pas encore l'étape 3, là. On est encore à l'étape 2. On veut rendre ce tableau initial en tableau de départ. Donc, notre variable d'écart pour la contrainte artificielle, c'est x6. Donc, on sort cette contrainte-là, cette variable-là, pardon. On va entrer la variable principale qui a le coefficient économique le plus élevé. Donc, ça correspond à x1. En même temps, ça correspond au CJ moins ZJ le plus élevé.
Au croisement de la variable sortante de la variable entrante, il y a la valeur pivot. Et maintenant, on va pivoter. Donc, notre rangée pivot, la rangée de la variable sortante, on va diviser ça par 1, c'est pas compliqué. Là, donc, et au lieu de x6, on va obtenir x1 dans la base. Puis ensuite, on effectue la procédure de réduction pour les rangées des bases x3, x4 et x5. Et ça donne le tableau de départ suivant, qui est en réalité le tableau 2, là, mais bon. Et là, remarquez, donc on a effectué le pivot, là, on a sorti la variable d'écart qui correspond à la contrainte artificielle. Remarquez, ce tableau-là, il est optimal. Tous les CJ moins ZJ des variables hors base sont inférieurs ou égales à 0. On est en maximisation. C'est ça le critère d'optimalité. Mais il n'est pas réalisable. On a au moins une quantité négative. En fait, on en a deux pour x4 et x5. Alors, on va sortir une variable, celle dont la quantité est la plus négative, c'est x5. Puis pour la variable à entrer, on va calculer le ratio sous x2 parce que de la variable sortante, il y a une valeur négative sous x2. Il y a une valeur négative sous la variable hors base x6. Le ratio, c'est CJ moins ZJ sur cette valeur-là. Donc, moins 1 sur moins 16, ça donne 1/16e, et moins 5 sur moins 20, ça donne 1/4. La valeur la plus faible entre les deux, c'est c'est le ratio sous x2. Donc, on va entrer x2 pour sortir x5, puis on va pivoter le tableau. Et on obtient ce tableau, le tableau 3. Il est toujours optimal. Regardez les CJ moins ZJ des variables hors base. Ils sont négatifs. C'est le critère d'optimalité en maximisation. Par contre, ce n'est pas réalisable. Au moins une quantité est négative. C'est celle-ci qui est négative. Alors, on va sortir une variable de la base, laquelle, celle dont la quantité est la plus négative, il y a seulement x1. Donc, on va sortir x1. Et dans la rangée de x1, quels sont les éléments sous les variables hors base qui sont négatifs? Il y a seulement le moins 1/4 sous la variable hors base x6. Bon, il y a juste cette valeur-là, donc on va entrer x6. Remarquez que moins 15 sur 4 sur moins 1/4, il y a juste ce ratio-là, et il est positif. Alors, on entre x6, on sort x1. La valeur pivot, c'est moins 1/4. On effectue le pivot. Donc, la rangée ici, on divise ça par moins 1/4. Puis ensuite, on effectue la réduction des rangées des variables de base x3, x4, x2. Comme on le fait avec le simplex. On obtient donc ce tableau. Et ce tableau est toujours optimal. Les variables hors base sont x1 et x5. Les CJ moins ZJ des variables hors base sont inférieures ou égales à 0. Donc, c'est optimal. Et en plus, c'est réalisable. Toutes les quantités sont supérieures ou égales à 0. Bon, le m-35, ça donne quand même très élevé, là. Alors, oui, c'est optimal et c'est réalisable. On arrête la procédure, ce qui fait que le Z maximum est 140 pour un X2 de 35. Puis, pour les variables d'écart X3 et X4, on a ces quantités 610 et 17. Si vous voulez du X1 dans la base,
vous êtes pénalisé de moins 15 pour chaque unité de X1 dans la base. C'est le coût réduit de X1. Alors, comme avantage de l'algorithme dual du simplex, on n'a pas à traiter des variables artificielles. Pour des problèmes de grande taille, ça fait en sorte qu'on a pas mal moins de traitements à effectuer. D'autre part, les logiciels commerciaux comme Cplex, comme Gurobi, souvent vont transformer le programme mathématique qu'on leur fournit de manière à utiliser l'algorithme dual du simplex. Évidemment, ça dépend quoi. Si vous avez un programme mathématique linéaire de maximisation et toutes les contraintes en partant sont plus petites ou égales à 0 et qu'il n'y a aucune quantité négative, pas de problème, là, ça va être du simplex tout court, là. Mais dès qu'on se retrouve avec des variables artificielles, oups, on a avantage à utiliser l'algorithme dual du simplex, particulièrement si on en a beaucoup de contraintes plus grandes ou égales et ou d'égalité, peu importe le type de problème qu'on a.